Bonjour. Alors, on va recommencer notre considération des réseaux marchands et empires à l'époque moderne. Comme moi, un peu comme les marchands, je voyage un peu trop. Vous voyez que je ne suis pas très en forme, mais j'espère pouvoir tenir le coup pendant une heure. Voilà. Alors donc, aujourd'hui, c'était mon intention de reprendre un peu là où on avait laissé les choses. Vous vous rappelez que la fois dernière, on a parlé de quelques considérations théoriques pour faire définir un peu le cadre en partant des penseurs venant de disciplines voisines parfois, comme l'anthropologie. On a vu les réflexions de Karl Polanyi, notamment sur les marchands et les empires. Puis on a passé en revue une série d'écrits venant des gens travaillant sur l'Afrique, notamment Abner Cohen, puis le livre général de Philip Curtin, que pendant les années 80-90 a été un point de départ pour beaucoup, même si, comme je vous ai dit, ça n'a jamais été traduit en français. Néanmoins, quelques-uns de nos collègues ici, notamment Claude Markovitz au CNRS et plus récemment Guillaume Calafa, se sont intéressés à ce genre de sujet. Mais donc, en passant par un certain nombre d'exemples un peu anciens, c'est-à-dire les Sogdiens, puis le cas de la Geniza de Caire, un cas très important parce que là encore, il y a à la fois un centre d'archives, mais aussi beaucoup de réflexions autour de ces archives. Et d'ailleurs, la journée d'études qu'on a eue ce lundi, parmi les gens que j'ai eu le plaisir d'inviter, était quelqu'un qui vient justement en quelque sorte de l'école principale qui a étudié ces documents de la Geniza, qui est l'école de Princeton, qui a été donc formée entre autres par Avram Udovic et Mark Cohen. Mais à vrai dire, qui dit réseau marchand ne peut pas éviter l'Italie. Donc, parler des marchands italiens de l'époque médiévale et de l'époque moderne, c'est quand même quelque chose qu'on a besoin de faire. Entre autres aussi parce que ici, il y a des éléments parfois très classiques et assez stables dans cette historiographie. Il faut aussi souligner le fait qu'il y a eu des innovations intéressantes dans les derniers temps, dans la façon dont on aborde les marchands italiens et leur fonctionnement, à la fois dans le cadre de la Méditerranée, qui est plus ou moins leur jardin à eux, pour ainsi dire, mais aussi plus loin, notamment en allant vers l'Asie, et ça serait aussi un peu ça le sujet d'aujourd'hui. Alors bien sûr, on peut commencer en étudiant l'activité des marchands italiens dans une époque qui serait plus ou moins la Renaissance. Ça serait une façon assez classique de faire, où on aurait donc bien sûr beaucoup de choses à dire sur Venise, sur Gênes et ainsi de suite. Mais en fait, j'ai plutôt envie de commencer un peu avant, juste pour vous donner un petit point de réflexion sur ce qu'était l'activité marchande italienne avant l'essor de ce système classique de Gênes et de Venise. Et donc, là, je pense notamment au fait qu'on avait proposé, en quelque sorte, et là je reviens à deux auteurs reconnus comme des grands maîtres de ce sujet. D'un côté, l'historien italo-américain Robert Lopez, qui écrivait aussi des choses sous le nom de Roberto Lopez, qui a été pendant longtemps professeur à Princeton, qui a écrit beaucoup de choses, mais parmi lesquelles ce livre qui fait date, qui est The Commercial Revolution of the Middle Ages, dans lequel il propose qu'il y a eu une espèce de révolution commerciale, en quelque sorte propulsée par les Italiens. Et donc, pour lui, il ne faut pas forcément penser aux changements venant plus tard. Il faut, en quelque sorte, s'attaquer un peu à la chronologie classique de Burckhardt et autres sur les moments de changement économique et social. Et donc, de l'autre côté, vous aviez le grand historien italien qui a aussi fait beaucoup de choses en France, notamment Armando Sapori, qui a écrit, par exemple, ce livre, Le marchand italien au Moyen-Âge, et qui était étroitement associé avec l'école des annales au moment, disons, de sa gloire.
Alors donc, on a ces auteurs, mais ces auteurs, encore une fois, nous ramènent toujours un peu vers ce moment de Gênes et de Venise. Mais on sait en même temps qu'il y avait un autre moment qui précédait ce moment de Gênes et de Venise, c'est ce qu'on peut appeler en gros le moment amalfitain, c'est-à-dire où le centre n'était ni à Gênes ni à Venise, même si Venise était présent, mais plutôt vers le sud. Et donc, le grand centre à l'époque était donc à Amalfi, un peu plus sud, au sud de Naples, et qui pendant au moins 2-3 siècles a été le port le plus important pour le commerce des Italiens, notamment avec l'Afrique du Nord, mais aussi avec le Levant. Et si on essaie de reconstituer un peu cet aspect du réseau amalfitain, mais aussi le style de fonctionnement des amalfitains par rapport aux gens qui vont venir après, on note qu'il y a des différences assez nettes. Alors, donc, là, je cite un article assez classique publié dans le Journal of Economic History sur les amalfitains, où l'auteur nous dit qu'en effet, The Long History of Medieval Amalfi covers two distinct periods. Donc, il y a deux époques différentes. Il y a une première période qui va du 8e siècle jusqu'à la conquête des Normands, et le deuxième, de 1100 jusqu'à 1343. En 1343, il y a eu une grosse tempête qui a détruit plus ou moins la moitié de la ville d'Amalfi, et à partir de ce moment-là, Amalfi ne compte définitivement plus dans le commerce, mais même avant 1343, en fait, c'était nettement en déclin, par exemple, au XIIIe, XIVe siècle. Alors, donc, dans cette première période, qui va donc jusqu'au 8e au 12e siècle, on nous dit qu'Amalfi était le centre commercial le plus important dans l'Europe chrétienne de la Méditerranée occidentale, même s'il a partagé un peu ce rôle avec Venise. Mais pourquoi? C'est en fait parce que les Amalfitains s'accommodaient avec les musulmans. Donc, ils avaient une entente avec les musulmans, et ils ne s'étaient pas du tout présentés comme en état de guerre. En fait, c'est aussi à cause de ça qu'à part la question de la conquête normande, il y a aussi les problèmes posés par les croisades, parce que le genre de commerce qu'eux faisaient ne rentrait pas très bien dans la mentalité ni dans le système des croisés. Donc, vous avez les Amalfitains qui n'ont pas laissé des archives énormes comme les Génois ou les Vénitiens, mais d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'avec la récupération et l'analyse progressive qu'on a fait, par exemple, des documents de la Geniza du Caire, Amalfi figure assez souvent dans les documents de la Geniza, justement parce que les marchands juifs et arabes sont en très bons termes avec les Amalfitains. Donc, vous aviez un certain type de réseau et un certain type de network. En fait, les Amalfitains, manifestement, n'avaient pas beaucoup de difficultés à s'accommoder, comme je vous ai dit, à la hégémonie des Fatimides. Donc, les Fatimides qui dominaient l'Afrique du Nord, plus ou moins d'Algérie en Égypte, et même plus loin. C'était eux, en quelque sorte, le pouvoir hégémonique, même avec une influence sur l'Espagne. Et ces marchands-là n'avaient pas de difficulté pour rentrer dans leur système. Et aussi, à cette époque-là, il y avait pas mal de navires musulmans venant, par exemple, dans les ports chrétiens comme Amalfi. Donc, au niveau de qui étaient les propriétaires des navires, le profil religieux était assez mixte, ce qui deviendrait autre chose plus tard. Alors, donc, le deuxième point sur Amalfi qu'il faut noter, c'est le fait que, en fait, c'était un entrepôt. Il n'y avait pas de ce qu'on peut appeler le hinterland. Il n'y avait pas de. C'était un centre, comme on dit ici, de distribution sans vraiment de production. Le blé, le vin, tout était donc importé. Et donc, en fait, c'était quelque chose, encore une fois, qui représentait un autre profil par rapport aux autres villes, républiques qui vont émerger, qui ont, eux, vraiment des hinterlands qui vont aussi, en quelque sorte, appuyer l'activité marchande. Dans un article récent, l'historien français Dominique Valérian est revenu un peu sur cette question de ces débuts de commerce italien, disons, avant le XIIIe siècle. Donc, vous voyez, lui aussi,
il insiste sur cette idée de deux phases. Donc, la première correspond à un premier décollage des relations avec les pays musulmans, principalement à partir de l'Italie du Sud et secondairement de Venise. La seconde, il dit, correspond à l'essor sur toute une autre échelle du commerce des cités d'Italie du Nord, en Méditerranée et au Levant. Le changement n'est cependant pas seulement quantitatif et la conséquence d'une conjoncture européenne orientée à la croissance, mais elle résulte aussi d'un changement radical et durable des réseaux d'échange en Méditerranée. Et alors, c'est quoi? Ce qui change donc au cours du XIe, XIIIe siècle sont les centres de gravité des échanges, les pôles d'impulsion des réseaux de commerce et donc les logiques d'organisation de ces réseaux. Donc, il dit qu'à partir de l'Antiquité tardive, en fait, on avait des pôles orientaux, Constantinople, Alexandrie, etc. Et puis, désormais, c'est depuis Gênes, Pise et, en attendant, Marseille et surtout Barcelone au XIIIe siècle, qui partent les navires, les capitaux, les marchands, et qui font fonctionner leur réseau. À partir du XIIIe siècle, il y a très peu de navires musulmans venant dans les eaux contrôlées par les chrétiens. Et donc, ça aussi, c'est un changement qui est assez remarquable, qui va avec le changement des réseaux dont on vient de parler. Okay. Donc, là, c'était, si vous voulez, un premier moment, et on passe par la suite à un deuxième moment, qui est le moment vraiment des Génois et de Gênes, qui est celui qui a été donc très bien étudié, comme je vous ai dit, par Lopez et tant d'autres, surtout dans les années 40, 50 et ainsi de suite. Alors, où on a donc fait une première entrée dans les archives de Gênes, des archives extrêmement riches, mais des archives assez particulières aussi. Alors, Lopez, qui était quelqu'un qui écrivait avec beaucoup d'humour, il faut le dire, en fait, jouait beaucoup avec les stéréotypes. Donc, par exemple, il avait l'idée que les Italiens de chaque ville avaient leur propre caractère. Ils étaient très différents les uns par rapport aux autres. Donc, par exemple, dans un de ses textes, il développe l'idée de ce qui était pour lui le contraste presque absolu entre les Génois et les Vénitiens. C'est quoi la différence entre les deux pour Lopez? Pour lui, le Vénitien est bavard. Le Vénitien parle beaucoup, donc, par conséquent, le Vénitien aussi a tendance à écrire des récits de voyage, parce qu'il a envie de se mettre en valeur. Et comme ce sont des textes où il y a le moi du voyageur qui est toujours présent, pour lui, c'est pour cela que les Vénitiens, même quand ils sont relativement peu nombreux, ont tendance à produire plus de textes. Alors, et pour lui, le problème avec les Génois, par contre, c'est que le Génois taciturne, il ne parle pas. Il n'est pas celui qui écrit beaucoup de récits. Et donc, pour cela, on est obligé de chercher le Génois dans les archives. Et quelle sorte d'archives? Alors là, ce sont des archives qui nous ont donc finalement aidé à définir ce réseau génois assez important. Vous voyez, donc à partir de Gênes, vous avez les rapports avec l'Afrique du Nord, bien sûr avec les ports du Sud ici, avec les îles grecques, avec donc Alexandrie, Beyrouth et ainsi de suite, et surtout avec la mer Noire. Ça, c'était quand même une région d'activité des Génois qui est extrêmement importante pour ce que je vais décrire, qui est le rapport qu'ils ont avec les empires des nomades. Et donc, vous aviez ici, marqué avec les triangles là où ils ont les comptoirs et les colonies. Et vous voyez aussi qu'ils ont des activités minières et autres qui fait partie donc de leur réseau. Ils sont aussi intéressés par la production, ce n'est pas seulement le commerce qui les intéresse. Alors, donc, vous voyez qu'on a pu construire une vision d'ensemble autour des Génois, donc la Ligurie, qui est quand même le centre de l'affaire. Oui, ça me donne l'occasion aussi de mentionner un autre historien qui était très, très important avec Lopez et avec Armando Sapori, qui est l'historien belge Jacques Heers, qui était aussi un de ceux qui ont beaucoup investi dans l'histoire de Gênes à la fin de l'époque médiévale, surtout, et un peu au début de l'époque moderne.
Donc, vous aviez un peu cet ensemble. On va voir que cet ensemble va évoluer. Au départ, ça a l'air d'être assez orienté vers la Méditerranée orientale, mais en fait, il y a au moins deux temps. Il y a un deuxième temps quand les Génois vont se replier sur la Méditerranée occidentale pour l'essentiel, mais on va revenir à cette question-là. Alors donc, les Génois, que pour Lopez sont des gens assez différents, l'autre chose sur laquelle il a tendance de faire des plaisanteries, c'est le fait qu'il y a relativement peu de haute culture à Gênes. Donc, par exemple, si vous cherchez les grands peintres, ils sont ailleurs en Italie, mais très peu en Gênes. En fait, au XVIIe siècle, il y a quelques-uns qui sont assez importants, mais avant ça, on ne trouve jamais les grands penseurs, les grands écrivains. Il y a peu d'exceptions, mais ils sont surtout dans les autres villes. Et donc, pour Lopez, les Génois sont vraiment des gens très introvertis, mais aussi des gens qui pensent qu'à l'argent, en quelque sorte. Alors, il ne faut pas prendre ça trop au sérieux. Je pense que même Lopez était, comme j'ai dit, en train d'ironiser un peu en disant ça. Mais c'est vrai que si on suit l'évolution de Gênes, on est donc souvent amené à penser à plusieurs phases. Et ces phases, en fait, sont définies dans un certain nombre de textes à partir du milieu du XXe siècle. Mais en fait, très récemment, on a commencé à faire une espèce de base de données sur les archives de Gênes pour avoir la possibilité de faire une espèce d'analyse quantitative de tous les documents venant des archives des notaires. Parce que le problème de ces documents des archives de notaires, c'est que, justement, il y a très peu de récits dedans. Ce sont des fragments. Donc, si on fait une espèce d'échantillon, on peut arriver à certaines conclusions, mais on n'est pas du tout sûr que ce sont des conclusions valables pour l'ensemble des archives. Donc, dans les derniers temps, des historiens, notamment un historien belge, Van Dosselaar, a commencé à faire une espèce de base de données où il a donc mis ensemble 20 000 contrats. Et il a fait l'analyse de ces 20 000 contrats qui vont en gros de 1150 à 1450. Et à partir de l'analyse de ces contrats, qui viennent tous des archives des notaires, il nous propose une périodisation en quatre époques. Ce n'est pas tout à fait contre la périodisation conventionnelle, mais il apporte quand même quelques nuances. Donc, première période à Gênes, où on a une société, dit-il, type féodal, où c'est dominé par des nobles et leurs clients. Ça, c'est le 11e, 12e siècle. Et puis, il y a la deuxième phase, où il y a une espèce de décollage. Et ce décollage, qui correspond un peu à ce qu'il appellerait Lopez la révolution commerciale, est dû, selon lui, à cette institution cruciale qui est la commenda. La commenda qui est un simple contrat de participation. Et donc, je vais revenir sur la définition normale donnée par les historiens de l'économie de ce qui est donc la commenda. Donc, il y a dans la commenda un investisseur sédentaire qui s'appelle le commendator et qui livre le capital dans les mains d'un associé qui voyage, ce qui est le tractator. Le tractator, parfois, peut aussi mettre son propre argent dedans. Donc, il y a deux sortes de possibilités, soit où l'agent ne met rien d'autre que son propre travail, et l'autre où il participe aussi. Donc, s'il ne participe pas, on l'appelle un commenda unilatéral, et sinon, on l'appelle un commenda bilatéral. Donc, ce sont les deux catégories. Puis, le commendator a le droit de donner un certain nombre d'instructions pour limiter un peu les activités du tractator. Puis le tractator va prendre le capital et il va partir en voyage pendant un certain temps. Et puis, à la fin de l'affaire, il revient et il y a des règles assez bien définies pour partager les profits ou les pertes entre les deux. Alors, pourquoi est-ce que ce genre de contrat est important? Il y a eu des débats sur ce contrat. Il y a certains qui proposent que ce contrat n'est qu'une modification d'un contrat qui existait dans les pays islamiques et qu'on peut trouver
par exemple, dans les documents de la Geniza. C'est un type de contrat qui s'appelle Kerad. Mais d'autres nous proposent que même s'il y a des racines un peu ailleurs, quand même, la commenda, comme c'est développé par les Génois, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, très stable. Et alors, là, je reviens à l'importance pour cette deuxième stade. Pourquoi est-ce que c'est important pour les Génois? C'est parce qu'on voit, selon ces contrats et selon l'analyse des contrats, qu'en fait, il y a une énorme diversité de participants. Donc, on n'est plus dans une situation où c'est que les nobles ou que les gens de haut statut qui vont participer dans ces affaires-là. On est dans une situation où il y a énormément de gens venant de couches sociales très diverses qui participent. Donc, si vous voulez, c'est un moment de grande mobilité et la participation d'un très grand nombre dans le commerce. Ça, c'est le XIIIe siècle. On peut même l'appeler, si on veut, un peu la démocratisation du commerce à ce moment-là. Hein. Et ça, c'est le XIIIe siècle. Et puis, les choses changent. Puis, on n'est pas dans ce monde où il y a une participation diverse et éparpillée. On commence à former des corporations. Le crédit devient plus important en tant que tel, le marché de crédit, et ça c'est le XIVe siècle, et puis intervient la crise du XIVe siècle, qui est la peste et la contraction, qui donne une situation où les marchés deviennent beaucoup plus instables, et donc quand les marchés deviennent plus instables, on a tendance de produire des monopoles pour se garder contre les incertitudes du marché, et donc de ce moment, donc plutôt, si vous voulez, mobile et démocratique, on passe à une situation beaucoup plus restreinte. Et finalement, quatrième phase, on a la formation d'une société oligarchique, qui est définie par ce qu'on appelle, dans le cas de Gênes, les alberghi, qui sont donc ces maisons, ces grandes maisons, qui sont donc où il y a à peu près 20 ou 25 grandes familles dominantes, et qui émergent et qui contrôlent en gros une grande partie de la ville et qui ont des liens entre eux et leur clientèle, etc. Et là, plutôt que le crédit, ce qui devient très important, c'est l'assurance maritime et l'assurance des voyages et des instruments comme ça. Donc, en gros, on a cette évolution qui nous est donnée par l'analyse qu'on a fait, et c'est dans les tout derniers temps que le livre de Van Dosselar, aussi historien belge, comme il s'avère, a été publié. Et à partir de ça, donc, on revient à l'idée de l'émergence donc, de ces alberghi, finalement, comme la solution aux problèmes posés par le XIVe siècle. Alors, comme je vous ai dit, ce qui est proposé par notre historien belge Van Dosselar est en partie nouveau, mais en partie, ça repose sur les idées assez classiques. Le grand historien de Gênes des années 80 était Edoardo Grendi, qui faisait partie de l'école de la microstoria avec Ginsburg et Poni et Giovanni Levi. Et lui, il avait donc étudié ces grandes familles de Gênes, qui sont précisément ces familles des alberghi. Et donc, par exemple, il dit que les 4 grandes familles sont les Doria, Spinola, Fieschi, Grimaldi. Vous voyez, il y a quelques noms qui restent familiers. Et puis, il y a des autres alberghi. On peut aller des très, très grands aux grands, puis aux moyens, plus aux petits. Et donc, là, c'est sa description de ce qui est devenu l'albergo, que c'est une institution qui a un caractère démotopographique. Donc, il y a aussi l'organisation spatiale qui se fait à partir du contrôle des régions de la ville par ces familles et leur clientèle. Alors, les Génois, donc, en utilisant ce genre d'institutions, donc tout d'abord la commenda, puis les instruments de crédit, puis l'assurance, ont quand même réussi à faire un certain nombre de choses, bien sûr, à l'intérieur de la Méditerranée. Ça a aidé, bien sûr, pour le commerce, mais en fait, c'est aussi pour la colonisation. Donc, on sait que ce 4e moment qu'on décrit ici, c'est aussi le moment de la Banque de San Giorgio,
qui a été donc formé au début du XVe siècle pour mettre fin aux luttes entre les grandes familles pour certaines entreprises. Donc ça, c'était quelque chose qui a été notamment utilisé par les Génois pour contrôler l'île de Corse. Donc la Corse étant donc sous le contrôle et les gouverneurs et les autres étaient envoyés donc en effet par cette institution qui n'était pas une institution directement de l'État, mais qui était une espèce de corporation avec des investisseurs, mais qui avait un rôle en partie commercial et en partie fiscal et même politique. Donc vous voyez que ça c'est typique de cette quatrième phase qui est le XVe siècle. Alors, mais c'est aussi avec ces institutions que les Génois sont allés à la conquête de l'Orient. Donc, si on regarde les Génois dans leurs activités, au XIIIe siècle, ils sont parmi les premiers qui ont compris qu'il y avait quelque chose d'important qui se passait en Asie centrale et en Asie orientale. Donc, ça, c'était notamment l'essor de l'Empire mongol. Donc, les Mongols sous Genghis Khan qui émergent de l'Asie orientale, qui commencent donc la conquête tout d'abord de l'Asie centrale, et puis qui vont faire leur expansion vers la Russie. Au milieu du XIIIe siècle, ils vont donc partir faire la conquête de l'Iran. Et finalement, on a, plus ou moins au milieu du XIIIe siècle, on a un système mongol qui va se définir. Et ça se voit d'ailleurs quand on regarde, là vous voyez ces dossiers de notaires, qui sont, chaque partie est une espèce d'entrée, et donc c'est pour cela que c'est assez nécessaire de faire une espèce de levée, de créer une espèce de banque de données, parce que sinon on peut très facilement passer sur un certain nombre de petites données qui sont présentes dans un petit document ici et là. Le problème, le désavantage justement de ne pas avoir de grands récits. Mais si on commence à regarder ces récits, on voit que des Génois partent donc à la recherche des Mongols, et les Mongols, par contre, aussi, eux, viennent à la recherche des Occidentaux. Pourquoi? Pour des raisons assez simples. Les Mongols se définissent depuis le départ que c'est un peuple nomade, ce n'est pas un peuple urbanisé. Ils n'ont pas de réseau marchand sous leur contrôle ou qui sont tout de suite disponibles pour faire leurs besoins d'échange et ainsi de suite. Donc les Mongols, à chaque fois, ils rentrent dans les terres où ils trouvent des peuples beaucoup plus urbanisés, beaucoup plus monétarisés et ainsi de suite. Les Mongols sont assez intelligents, il faut le dire. Si on regarde plus ou moins les lois qui sont un peu inventées après coup, mais néanmoins il y a ces espèces de lois des Mongols qui s'appellent les Torah ou le Yasa de Genghis Khan. Là, par exemple, on parle très nettement de l'importance des marchands, l'importance de garder ouvertes les routes, et comment en fait il ne faut pas avoir une fiscalité trop lourde, parce qu'ils ont compris tout de suite que le commerce était quelque chose qui allait soutenir en quelque sorte leur expansion et leurs empires. Donc si on commence à regarder ces documents, oui, j'ai mal placé le livre de Van Dosselar. Vous voyez, c'est ce livre-là, The Commercial Agreements and Social Dynamics in Medieval Genoa. En regardant ces 20 000 documents qu'il a analysés, et en regardant aussi les autres documents, par exemple analysés par le plus grand spécialiste de gènes des derniers temps en France, Michel Ballard, alors on voit là beaucoup de matériaux qui nous amènent à comprendre comment s'articule ce rapport entre la Méditerranée orientale, la mer Rouge, la mer Noire et donc finalement le cœur de l'affaire des Génois. Alors, cette question a été donc aussi analysée d'un autre point de vue, du point de vue justement des Mongols et des Chinois. Donc, notamment par l'historien italien de la Chine,
Nicolas Di Cosmo, qui nous a essayé d'expliquer en fait comment fonctionnait ce qu'il appelle la Pax Mongolica. Comment fonctionnait ce rapport entre les Mongols et les marchands venus de l'Occident. Et pour lui, c'est une situation qui a, comme il dit, duré à peu près 80 ans, ou un peu plus. Le terminus pour lui, c'est 1360. Pourquoi 1360? Parce qu'il y a deux événements qui vont se produire. Tout d'abord, dans les années 1330, la dynastie mongole qui régnait sur l'Iran, les Ilkhanides, va arriver à sa fin. Mais en fait, ce qui est aussi important, même plus important, c'est que les années 1360, c'est la fin de la dynastie Yuan en Chine. C'est la reprise de pouvoir par les Ming, une dynastie donc ethniquement chinoise. Donc là, on est arrivé à une situation où cette espèce de système mongol ne fonctionne plus. Mais pendant ces 80 ans ou un peu plus, pour lui, il y a une espèce d'entente possible entre les Génois et les Mongols. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne en fait pour plusieurs raisons, mais je vais quand même insister sur deux raisons. La première raison, c'est que quand les Mongols rentrent dans les territoires quand les Génois rentrent dans les territoires des Mongols, ils sont plus capables de, en fait, utiliser la violence. Donc, les limites de la violence des Génois, c'est la mer Noire. Et d'ailleurs, il y a eu quelques incidents assez réguliers de disputes, de violences entre différents groupes dans ces colonies de la mer Noire. Mais quand ils rentrent vraiment dans les routes, en fait, ils sont obligés de rentrer d'une façon paisible. Et donc, du coup, ils acceptent de faire quelque chose qui est selon les règles ou selon ce qu'on peut appeler donc les règles de la Pax Mongolica. C'est accepté à la fois en termes de résolution des disputes, mais aussi au niveau, il n'y a plus vraiment de commerce armé qui se fait dans ces territoires-là. On se met dans une situation où on est soumis à un autre type de pouvoir. Donc ça, c'est quand même un aspect. Et bien sûr, l'autre aspect qui est important, c'est que les Mongols vont jamais, eux, réussir à développer leur propre société commerciale. Donc, c'est-à-dire, dans le cas de la Chine, oui, mais les marchands chinois fonctionnant sous la dynastie Yuan ne sont pas finalement très présents par la suite en Asie centrale ou en Asie occidentale. Donc, du coup, il y a une espèce de dépendance. Donc, chaque côté voit l'avantage de l'affaire. Et ça, c'est donc pour lui quelque chose qui ressort à la fois des documents commerciaux qu'on a, mais aussi, par exemple, des documents de la diplomatie. On sait qu'il y a eu une diplomatie assez poussée entre les Mongols et différentes sortes de pouvoirs en Occident. Ça, c'est les lettres envoyées par les Mongols de l'Iran pour les rois de France. En fait, ils se trouvent aux archives nationales. Donc, à la fin du XIIIe siècle, début du XIVe siècle, écrit, vous voyez, en écriture ouïghour, si je ne me trompe pas, mais il y a des éléments chinois ici et là aussi. Et alors, donc, dans ces documents diplomatiques, on voit aussi le souci de la part des Mongols de garder ouverts les routes et aussi les limites qu'ils placent sur les possibilités des Occidentaux d'exercer la violence et d'influencer les affaires dans leur territoire de cette façon-là. Donc, en commençant avec Genghis Khan au début du XIIIe, et donc vous voyez qu'on passe à ces différents aspects de sa famille, on a la partie qui vient, donc il y a Kubilai qui est celui qui est en Chine et ses descendants, puis on a Mengke, et puis on a les autres qui vont partir en Iran, donc les différentes hordes, comme on les appelle, mais chacun, semble-t-il, suit à peu près la même politique. Et ça, c'est même quand il y a une conversion, parce que vous savez que les Mongols en Chine sont devenus bouddhistes. Les Mongols en Iran sont devenus tout d'abord bouddhistes et puis musulmans.
Mais tout en restant, en passant d'une religion à une autre, il y a une espèce de fond mongol qui reste pour ce qui est le fonctionnement de l'État. Et là, il y a donc ce fameux, un peu mythique, Yassa ou Tura, qui joue un rôle dans leur attitude envers les rapports commerciaux. Donc, on a un certain nombre de sources aussi venant de l'Occident qui nous donnent une idée assez claire de ça. Si vous regardez le célèbre récit de voyage de Guillaume de Roubreuc, qui est allé au milieu du XIIIe siècle voir le grand Khan à Karakorum. Lui aussi, nous parle beaucoup de ces aspects-là. Il est très surpris quand il arrive au capitale des Mongols de voir combien de diversité il y a. Il rencontre, il nous dit, des lamas bouddhistes, des Hongrois, mais aussi quelques Français, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de gens qui sont donc présents là parce que les Mongols se font une fierté d'avoir une société cosmopolite avec beaucoup d'éléments différents. C'est pour cela qu'ils se considèrent en quelque sorte comme les empereurs universels, justement à cause de cet aspect de la diversité qui est aussi parfois nous vient par l'art qu'on trouve dans les oasis de l'Asie centrale. Alors, les Génois sont donc au cœur de cette affaire. On ne peut pas donner des chiffres. Lopez nous a proposé quelques chiffres, mais ils sont assez spéculatifs. Il nous dit que, il utilise un espèce d'argument ex silencio, il dit comme les Génois ne parlent beaucoup, forcément il y a beaucoup plus de Génois qu'on soupçonne. Donc, il nous propose des chiffres pour la Chine, un peu pour l'océan Indien occidental, mais il faut aussi dire que les gens qui ont le plus marqué cette affaire des échanges avec les Mongols, ce ne sont pas les Génois, mais les peu de Vénitiens, qui étaient quand même assez minoritaires dans cette affaire, qui étaient présents. Moi, je ne fais pas partie de ces gens qui pensent que le récit de Marco Polo est une invention. Il y a une petite industrie qui essaie de nous convaincre de ça depuis un certain temps, qu'il n'est jamais allé en Chine. Mais il me semble assez évident qu'il est allé en Chine, même s'il y a eu des distorsions par la suite, parce qu'il a écrit le texte après coup, et ce n'est pas lui qui l'a écrit, et ainsi de suite. Mais là, vous voyez que les Vénitiens étaient présents en second rang, et c'est la même chose d'ailleurs, même pour le commerce avec l'Inde. Les Vénitiens, semble-t-il, sont les premiers à avoir des rapports directs avec le sultanat de Delhi. Ils ont envoyé des gens au XIVe siècle pour un voyage qui passait par l'Asie centrale et qui arrivait donc à Delhi à l'époque des Tughlaq. Et là, il faut regarder les sources, encore une fois, notaires pour avoir une idée de ça, parce qu'on ne les retrouve pas dans les récits, les grands récits de l'époque. Donc, pour conclure cette partie, ce que je vous propose, donc, c'est qu'il y a un système génois. C'est un système génois qui marche bien dans un premier contexte. C'est assez efficace. Il y a les nouvelles institutions. Il y a une espèce de logique de transformation. Mais il y a aussi, finalement, dans les marges de ce système génois, cet engagement avec un empire qui ne laisse pas dominer les Italiens. Les Italiens sont là en tant que gens soumis et ils sont prêts à accepter ça comme une façon, une nécessité pour avancer dans les affaires. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'à un moment donné, au début du XIVe siècle, il y avait quelqu'un qui avait une autre idée. Et c'est le célèbre Guillaume d'Adam, qui a écrit un texte où il propose comment arranger la défaite des Sarrasins, c'est-à-dire des musulmans. C'est dirigé contre les rois d'Égypte. Donc, l'idée étant que ça, c'est le début de l'État mamelouk, et Guillaume Adam propose qu'il faut en fait envoyer des Génois en Irak. Et donc, à partir du Golfe Persique, ils vont construire des galères. Ils vont venir avec ces galères pour faire le blocus de la mer Rouge.
Et puis, comme ça, avec des attaques venant de la Méditerranée de la part des pouvoirs chrétiens, on aurait cette possibilité de prendre en piège les Mamelouks entre ces deux forces. Et donc, il a même persuadé quelques Génois de participer dans cette affaire, sauf que quand ils sont arrivés en Irak, il y a eu des énormes luttes de factions entre les Génois qui se sont entretués et jamais on n'a pu construire une seule galère pour faire quoi que ce soit. Mais ça, c'était un moment quand en fait on a pensé qu'on pouvait faire répondre la force des armes des Italiens, des Génois en particulier, en dehors de la Méditerranée. Ça, c'est un peu un cas exceptionnel du début du XIVe siècle. Alors, donc, bien sûr, l'autre partie de l'affaire, c'est Venise. Et c'est toujours présent quand, même quand les Amalfitains étaient en leur moment de gloire, les Vénitiens étaient là. Et puis, à ce moment, qui est le moment, disons, de l'apogée des Génois, les Vénitiens sont encore là, encore présents à la fois comme pouvoir militaire et comme pouvoir commercial. Du coup, on sait qu'il y a eu ces guerres à répétition entre Vénitiens et Génoises. Et au début, on sait que c'était les Génois qui avaient la haute main dans la guerre de 294-19, qui a terminé, donc il y avait la bataille de Korčula, où il y a eu une lourde défaite de Venise. Et du coup, donc, les Vénitiens étaient un peu mis sous contrôle. Il n'y avait pas énormément de possibilités pour eux pour participer, par exemple, dans le commerce de la mer Noire. Et puis, au milieu du XIVe siècle, on continue à avoir des luttes. Il y a la guerre de Kaffa, là vous voyez, autour justement d'une des colonies dans la mer Noire, qui a duré 4 ans, encore une fois terminée avec la réaffirmation de la domination génoise. Ça continue, ça c'est la guerre de Chioggia, c'est pas, il n'y a ni l'un ni l'autre des deux côtés qui va triompher, mais c'est certainement pas une avance pour les Vénitiens. Mais finalement, à la fin du XIVe siècle, les Vénitiens vont réussir à s'imposer. Et ça, c'est avec ces guerres de la fin du XIVe et notamment avec la bataille de Modone, et une défaite très importante de Gênes. Et à partir de ce moment-là, on est dans une autre situation. On est dans une situation où les Génois se retirent beaucoup plus vers l'ouest. En même temps, l'importance de la mer Noire a été perdue parce qu'il n'y a plus de Mongols avec qui on a besoin de traiter. Donc la possibilité de commerce avec l'Asie centrale et l'Asie orientale a plus ou moins disparu. Et puis, ce qui va arriver, donc, à partir de ce moment-là, c'est une espèce de division entre deux systèmes. Le système génois, qui est beaucoup plus orienté vers l'ouest, et le système vénitien, qui est beaucoup plus orienté vers l'est. Et alors là, vous voyez la construction du système vénitien. On commence avec Venise et quelques territoires comme Crète, conquis déjà en 1206. Mais puis on va aussi petit à petit construire des territoires en Dalmatie et dans le monde grec. Et finalement, en fait, c'est cette affaire-là qui devient cruciale, c'est-à-dire le commerce des Vénitiens avec le monde du Levant, qui est donc finalement le commerce des épices. Et pendant tout le XVe siècle, c'est les Vénitiens qui dominent ça. Les Génois ne sont jamais totalement expulsés de ce commerce, ils sont toujours présents, mais avec un rôle extrêmement secondaire par rapport aux Vénitiens, qui sont eux qui ont la grosse partie de l'affaire. Alors pour faire ça, et là je m'appuie sur un livre excellent qui a été publié il n'y a pas si longtemps que ça, de chercheur espagnol Francisco Apelanis, Pouvoir et finance en Méditerranée prémoderne, où il utilise à la fois les documents vénitiens et les documents arabes, et les textes, les chroniques des Mamelouks. Et ce qu'il nous démontre, en effet, c'est, encore une fois, comment on fonctionne pour arriver à une entente avec les Mamelouks. Et là encore, c'est assez surprenant parce que
bon, il y a un débat, je ne vais pas rentrer dans ce débat aujourd'hui, je vais peut-être faire une réflexion un autre jour sur le rapport qu'il y a l'État mamelouk aux marchands musulmans qui habitent dans l'Égypte. Parce qu'on sait qu'il y a une position selon laquelle les Mamelouks ont été assez tyranniques envers leurs propres citoyens quand ils étaient des marchands. Et notamment, il y a la question du rapport entre ce qu'on appelle les réseaux des Karimi, les marchands karimés. Mais ce qui est intéressant, c'est que on peut débattre le problème des marchands locaux, mais c'est sûr et certain que les Mamelouks sont prêts à accepter des étrangers chrétiens, à condition que ça soit fait d'une certaine façon. Et il serait intéressant d'ailleurs de faire la comparaison entre le rapport qu'ont les Mongols avec les Génois et le rapport qu'ont les Mamelouks avec les Vénitiens. Il y a des points de comparaison ou des points de parallélisme assez forts parfois, parce que parfois les Vénitiens en fait sont obligés de se soumettre à un certain nombre de règles et de conditions, mais d'un autre côté, c'est aussi vrai que il y a un recours à la violence beaucoup plus important de la part des Vénitiens ici. Parce qu'il peut faire le blocus, il peut attaquer des navires, il peut faire le chantage, et ainsi de suite. Donc, c'est une situation assez délicate, mais encore une fois, là, vous voyez, il y a une situation où on a la minorité chrétienne, la minorité des étrangers, qui a la permission de faire le commerce. Alors, et d'ailleurs, on a fait l'analyse, encore une fois, en utilisant ces espèces de bases de données des documents de notaire pour voir qui participait dans cette affaire. On voit qu'il y a un certain nombre de nobles vénitiens, mais en fait, il y a aussi pas mal de gens qui sont beaucoup plus humbles dans leurs origines, qui participent eux aussi dans l'affaire. Et il y a des réseaux, et c'est le genre de choses qu'on peut faire en utilisant des programmes sur les réseaux et en mettant dedans des données venant des documents des archives de notaires et ainsi de suite. Voilà, donc c'est ça en gros le système qui existe à la fin du XVe siècle. Et il faut aussi garder un autre élément en tête, parce qu'il y a les Vénitiens, il y a les Génois, mais il y a aussi les troisièmes acteurs qui vont apparaître au XIVe et qui vont continuer dans le XVe, c'est les Florentins. Le cas emblématique, ce n'est pas un Florentin, mais c'est quand même un Toscan. C'est le cas des Datini. On sait que cet individu, Francesco Di Marco Datini, en fait, il a laissé un archive d'à peu près 150 000 lettres et 60 registres de comptes. Et donc, à partir de ça, vous pouvez reconstruire son fonctionnement. Il n'est pas présent dans la Méditerranée orientale, mais il est très présent en Méditerranée occidentale. Donc, il est là. Bien sûr, en France, en Espagne, et vous voyez qu'en fait, il a commencé sa carrière justement à Avignon. Mais en fait, là où il était très important, c'était en Majorque, parce qu'il avait une grosse affaire à Majorque, et à partir de Majorque, en fait, il rentrait dans le commerce de l'Afrique du Nord et même dans le commerce de Sahara. Donc, le commerce d'or qui venait là. Mais il est, encore une fois, quelqu'un qui se limite à la partie occidentale de la Méditerranée. Alors, bien sûr, tout cela change quand on rentre à la fin du XVe, début du XVIe siècle. Là, les cartes sont totalement redistribuées, parce qu'il y a ces deux acteurs mineurs qui deviennent des acteurs majeurs, qui sont les rois de Castille et Aragon, et les rois de Portugal, qui étaient presque rien de tout pendant le XIVe siècle, ou pas grand-chose pendant le XVe. Mais là, à partir de ce moment, on voit qu'il devient un peu les maîtres d'un autre jeu, un jeu qui va se passer dans des espaces totalement différents. Et alors, et la grande question qu'on peut se poser, c'est alors comment les Italiens ont réagi face à ce défi qui était le défi donc de la fin du XVe, début du XVIe siècle. Les Florentins, en fait, ont été les premiers à réagir. Et ils ont réagi d'une façon assez malin, c'est-à-dire ils ont décidé qu'ils allaient se mettre sous pour ainsi dire, le contrôle et pour fonctionner comme des agents des Portugais.
Donc, c'était leur façon de faire. En fait, il y a un certain nombre de Florentins qui étaient déjà présents à Lisbonne et d'autres sont venus de Toscane et tout de suite, ils sont rentrés dans le système portugais. On peut suivre un certain nombre de leurs carrières. Francesco Corbinelli, qui lui est même devenu facteur, c'est-à-dire plus ou moins intendant des finances de Goa sous les Portugais. Mais on a aussi d'autres cas, Gerolamo Cernigi, qui était un armateur, Andrea Corsali, qui était proche des Medici et qui a aussi fait des observations astronomiques et autres, Giovanni da Empoli, et quelqu'un qui m'est très cher, qui est Piero di Andrea Strozzi. Il y a beaucoup de Piero Strozzi au XVIe siècle, ça c'est pas un des plus célèbres, mais c'est quand même un marchand florentin qui a passé à peu près 12 ans, 13 ans, et qui est mort en Inde. Et je vous montre, donc, il y a une bibliographie évidemment sur un certain nombre de ces gens, ce livre qui porte sur Vespucci et les gens dans sa mouvance, et cette biographie assez intéressante faite par notre collègue Marco Spallanzani, portant sur Giovanni da Empoli, un de ces marchands. Mais je reviens brièvement à la lettre, une des lettres de Piero Strozzi. Alors là, c'est écrit quand, en fait, il venait de participer à la conquête de Goa en 1510. C'est en fin 1510. Hein, et donc, il dit que, en fait, ils sont entrés par force d'armes, hein, et ils ont donc massacré 2000 personnes, hein, e quasi tutti erano turchi e cristiani renegati di ogni sorta, dove erano veneziani, genovesi e il maggior numero. Donc, apparemment, à Goa, en 1510, quand les Portugais ont fait la conquête, il y avait des Vénitiens et des Génois qui étaient à l'intérieur pour défendre la ville contre les Portugais. Ils voyaient très bien les conséquences d'une conquête portugaise. Et alors, bon, il faut dire que c'est une lettre un peu dure. Il dit «Poi entrati nella terra non si perdono nessuno, tanto maschi quanto femmine, donne gravide e puttine fasce». Donc, ils ont massacré des femmes enceintes, et même beaucoup d'enfants, des putti. Alors, donc, il nous dit que, par contre, c'est notre petite partie de sa lettre où il nous dit qu'il est très impressionné par les marchands en océan Indien, hein, et qu'il n'attendait pas du tout à voir des gens aussi astucieux que ça. Hein. Donc, il dit que nous persuadons que nous sommes les hommes les plus astucieux qu'on trouve. Hein. Mais en fait, les gens ici sont mieux que nous en tout. Hein. Et il y a des marchands musulmans qui sont riches et qui ont de 400 à 500 000 ducats. Hein. Et ils peuvent faire un raisonnement d'Abacus par mémoire qui est beaucoup mieux que nous, on fait avec la plume. Donc, ils se retrouvent dans un autre monde commercial, un monde que l'impressionne. Alors, donc, les Florentins ont décidé d'aborder cette nouvelle occasion, cette nouvelle opportunité à bras ouverts. Ça n'a pas duré très longtemps. C'est à peu près pendant 30 ans qu'ils ont fait ça, entre, disons, en gros, 1500 et 1530, qu'il y a beaucoup de Florentins rentrés en Asie portugaise. Puis, on voit de moins en moins. Et en fait, on voit relativement peu d'Italiens marchands, hein, pendant tout le reste du XVIe siècle. Il y a des Italiens, mais c'est assez curieux de voir que la plupart des Italiens en Asie, à la fin du XVIe siècle, sont des missionnaires des jésuites. Il y a beaucoup plus de jésuites italiens que de marchands italiens, si on est autour de 1580 ou de 1600. Mais il y a quand même quelques-uns. Et ces quelques-uns sont assez divers. Je pense que j'ai trouvé un membre de la famille Doria, de Gênes, dans les années 1530-40 à Goa, puis dans le sud de l'Inde. Il y a quelques-uns d'autres. Il y a ces deux qui sont relativement connus, qui sont des Vénitiens. Cesare de Federici et Gasparo Balbi, tous les deux donc, des Vénitiens. Celui-ci était un joaillier. Et eux, ils sont donc passés... ils avaient un rapport assez compliqué avec les Portugais. Mais on est déjà à une époque où la rivalité commerciale n'était pas si aiguë que ça. Les Vénitiens n'étaient pas plus considérés autour de 1560 ou 70 comme étant une grande menace. Donc, on a relativement peu.
On a le cas de Francesco Carletti qui est passé aussi, un grand Vénitien voyageur qui était le premier touriste à avoir fait le tour du monde. Et il l'a fait en prenant des bateaux après bateau, hein, pour faire cette espèce de voyage autour du monde de circumnavigation. Okay. Mais je vais terminer avec un incident assez curieux qui nous montre que quand on est dans l'après 1500 ou l'après 1600, la situation des Italiens devient toute autre chose. Les Génois, en fait, ont très peu réagi finalement à la situation créée par les Portugais en Asie. Il y a très peu de Génois qu'on trouve soit dans le système portugais, soit dans l'Asie en général, même, sauf ces quelques-uns, ces renégats qui sont mentionnés par Piero Strozzi au début. Mais on sait que, par contre, que les Génois étaient très actifs dans le système espagnol. Pas tellement dans l'outre-mer espagnol, mais surtout dans le système de la cour espagnole. Et c'est ce que Fernand Braudel a appelé quelquefois le siècle des Génois. Mais le siècle des Génois étant le siècle pendant lequel, disons, les Génois étaient, en tant que financiers et en tant que banquiers, étaient très importants pour les Espagnols. Mais il y avait néanmoins un cas qui reste assez intéressant, où finalement, dans les années 1640, les Génois vont décider qu'il était temps de, comme il dit, antiquam Liguri gloriam quasi post liminio restituens. Il faut restituer les anciennes gloires de la Ligurie, c'est-à-dire la mer de Gênes. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va donc créer une compagnie de commerce. E on va donc aprire navigazione e traffico di mercanze nelle Indie orientali, in particolare nel Giappone, sui vicini e altri luoghi liberi praticabili. Donc, cette idée, mais comment est-ce qu'on va faire? Donc, on va donc acheter deux navires, San Giovanni Battista et San Bernardo, mais on va envoyer 5 gentilshommes génois à la tête de l'entreprise, mais comme on est absolument ignorant pour ce qu'il faut faire en océan Indien, finalement, on décide de prendre la décision assez risquée d'employer des Néerlandais. Donc, on fait venir des Néerlandais et on met ces Néerlandais à la tête de l'affaire. On envoie ces Néerlandais avec ces 2 navires qui passent le cap de Bonne-Espérance et qui arrivent donc, dans un premier temps dans l'île de Madagascar, et ça c'est 1648. Les Français d'ailleurs à l'époque sont déjà présents au fort Dauphin, mais ça c'est le sud, tandis qu'eux sont allés vers le nord de Madagascar. On commence à avoir des luttes énormes entre les Néerlandais et les Génois, qui ne s'entendent pas du tout. Donc un certain nombre de gens sont délaissés. Il y a un aspect intéressant qu'il faut aussi prendre en compte, c'est-à-dire on a trouvé dans les archives le contrat pour les gens qui étaient sont embauchés pour le voyage. Hein, on parle de ces navires, etc. Et les conditions, comment elles sont payées et ainsi de suite. Ce que je trouve, moi, assez curieux, c'est qu'il y a aussi cet aspect d'assurance. Hein. On dit que si on perd son droit, on va avoir 800 florins, le bras gauche 500 florins, donc la jambe, etc., un œil, 2 yeux, mano sinistra, la main gauche, et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il y a toujours cette espèce de système d'assurance, d'une certaine façon, qui fonctionne. Malheureusement pour eux, arrivés à Madagascar, la nouvelle arrive de leurs activités à Goa. Les Portugais se fâchent. Et les Portugais, et ça c'est très hors de commun, vont décider de faire alliance avec les Néerlandais. Et donc, le vice-roi portugais écrit une lettre au gouverneur général néerlandais, et donc finalement, quand ils font le voyage de Madagascar vers l'Asie du Sud-Est, ils sont donc arrêtés par les Néerlandais. Et donc, on dit tant pis pour la mare liberum. On va donc garder les Néerlandais qui faisaient partie de la tripulation, on va renvoyer les Génois à Gênes, et ça, c'était la dernière fois, finalement, que les Génois ont pensé à faire quelque chose dans le commerce de l'océan Indien à l'époque moderne. Je vous remercie.